Bordeaux-Cartierville, c'est un quartier qu'on appelle un quartier à deux vitesses. C'était comme ça dans les années 90, c'est encore comme ça aujourd'hui. Donc, c'est un quartier où la richesse côtoie la très grande pauvreté. À l'intérieur du quartier, vous avez une population qui est beaucoup plus défavorisée. On parle d'environ 35% de la population qui vit sous le seuil de faible revenu. C'est quand même énorme. Au niveau des forces, c'est un quartier où il y a des espaces verts qui sont magnifiques. Ensuite, on a une population qui est très riche au niveau culturel. Donc, plus de la moitié de la population est née à l'extérieur du Canada. C'est un quartier où les gens travaillent ensemble. Il y a des projets magnifiques pour la vie de quartier. Donc, je dirais que c'est un quartier où on a plein de potentiel, mais où on est encore à un stade où ce potentiel-là doit être encouragé, favorisé. On a encore du travail à faire. Moi, quand je suis arrivé au CLSC en 1990, les intervenants voyaient de plus en plus des clients qui venaient au CLSC pour des problèmes de base, des problèmes de j'ai plus rien à manger, j'ai des coquerelles dans mon appartement, on n'a pas de vêtements d'hiver, on était dans des besoins vraiment de base. Et on n'avait aucune structure pour répondre à ces besoins-là. Donc ça nous interpellait comme institution. C'est pas un quartier réputé pauvre, sauf que ces îlots-là d'habitation, de blocs appartements qui ont mal vieilli, sont devenus des logements d'accueil pour les nouveaux arrivants, et c'est principalement ces gens-là qui avaient besoin d'aide. L'autre chose qui est arrivée, c'est qu'en 1900, je pense en 91 ou en 90, la plus grosse descente policière de crack au Canada, elle s'est faite à Cartierville. Et on a fait la une de tous les journaux à l'époque, et Cartierville a été nommé Crack-Tierville. Il y avait évidemment des problématiques sociales qui dépassaient la question de la pauvreté. Il y avait de la prostitution, il y avait de la drogue. Là, la population, à un moment donné, a réagi sur une situation qui devenait, qui n'avait pas vu venir. Je pense que ça leur a sauté au visage, là, cette descente-là policière. Ça permet un arrêt en disant, là, il faut faire quelque chose. Veux pas, quand tu fais la une du journal, des fois, ça amène de l'intérêt de la part du fonctionnaire, de l'élu, puis de l'argent aussi. Donc, ça, tu sais, des fois, il faut en arriver là pour être capable de mieux repartir. Je pense que c'est comme ça que ça a décollé. C'était l'époque aussi des quartiers en santé, des villes en santé. Montréal avait adhéré au réseau des villes et villages en santé, tout ça. Donc, c'était une période où la ville avait quand même une bonne oreille pour l'organisation dans les quartiers au niveau des structures de conseils communautaires, de conseils citoyens. Donc, il y avait aussi un petit peu de sous. Évidemment, ça aide quand tu veux faire un peu d'action dans la communauté. La mise en place du CLIC, de sa structure, de son financement, de tout ça, ben, c'est beaucoup l'institutionnel du quartier qui l'a soutenu. Donc, la Ville, le CLSC, les Sœurs de la Providence, 2-3 organismes communautaires. Et suite à ça, donc, embauche de coordonnateurs, tout ça. Et c'est eux, après, qui ont été les moteurs de la mobilisation citoyenne. Quand on a bâti le plan en développement social, une des premières choses qu'on a faites, c'est de se doter d'une vision d'avenir du quartier. Cette vision-là, on l'a construite en une soirée à 100 personnes, ou à peu près. Et j'ai été extrêmement étonnée qu'on y arrive d'ailleurs, mais on a réussi à avoir un consensus assez fort autour de cette vision d'avenir-là. On s'est choisi également, durant la démarche, un processus de décision
comment vont se prendre les décisions. On a aussi un document qui s'appelle « Rôles et responsabilités des acteurs du plan ». Donc, c'est un document qu'on a fabriqué ensemble, les responsables de comité de suivi, et qui détermine les rôles et responsabilités du porteur d'action, du comité de suivi, des membres du CLIC, de l'équipe du CLIC. Donc, tout ça est écrit, ce qui fait que les gens peuvent s'y référer. Et pour nous, c'est important, ce processus-là. Les gens impliqués dans le comité de rue ont dit, on est capable, nous autres, on va s'en faire un système d'évaluation. Donc, il y a 4 personnes qui ont formé un sous-comité et qui ont décidé de mettre en place un système d'indicateurs. Et ils se sont retrouvés avec 24 objectifs. Là, ils ont décidé de choisir des cibles quantitatives et qualitatives pour chacun des 24 objectifs, des cibles à atteindre en 2017. On a fait valider ça par l'ensemble des membres impliqués dans la démarche de RUI. Et ensuite, on se disait, mais il nous manque encore quelque chose. Il n'est pas complet, le système. Fait que ce qu'on a ajouté à ça, c'est qu'on fait annuellement une photo des objectifs qui ont été travaillés depuis le début de la démarche. Donc, on regarde avec un graphique, dans le fond, l'intensité de travail pour chaque objectif. Maintenant, on a des pratiques d'échange où on fait de l'évaluation un peu en continu de nos processus. Et ça, ça va plus se faire d'une manière informelle, si on veut, en mettant à l'ordre du jour de nos rencontres des sujets qui permettent d'évaluer nos processus. Cette espèce de complémentarité-là, elle est possible parce que des gens sont assis autour d'une même table et se parlent. Si je te donne un exemple, dans notre enjeu violence intrafamiliale, l'objectif qui a été ciblé, c'est d'abord de bien connaître la nature de cette violence-là, donc de documenter ça. Là, le poste de quartier va dire, OK, moi, ce que je peux faire, c'est mettre des ressources pour compiler toutes les statistiques du SPVM et faire sortir ça. Là, le C3S va dire, moi, je peux, mettons, contribuer en faisant sortir tous les dossiers, bien évidemment dans l'anonymat, mais faire sortir les statistiques qui émergent de nos dossiers. Ouais, mais là, ce qui nous manque, ce serait des entrevues avec des intervenants communautaires qui reçoivent des clientèles de première ligne pour connaître la problématique. Donc là, il y a un organisme communautaire, je ne me souviens plus lequel, qui dit, moi, je vais en faire quelques-unes entrevues. OK, le centre de femmes, nous, à chaque fois qu'on rencontre nos femmes, on va poser telle question. Fait que tout ça, dans le fond, concourt à réaliser l'objectif. On a beaucoup travaillé à développer des mécanismes de suivi pour que les gens, tout au long de la démarche, soient informés de ce qui se passe, puissent poser des questions, puissent dire « Oups, ça m'interpelle, ça, je suis en accord, je suis en désaccord. » Et c'est sûr que, c'est pas évident de trouver des bons mécanismes de suivi, mais on pense avoir trouvé quelque chose de pas pire, là, avec, c'est ça, donc avec une infolette qui est distribuée avant chaque grande table centrale. Donc, les gens, en lisant l'infolette, mais s'ils ont des questions, ils peuvent venir les apporter à la grande table. Donc, ça évite d'avoir juste des points statutaires d'information, mais il peut y avoir de l'échange aussi. Fait que l'infolette, c'est ça que ça veut provoquer. C'est intéressant de savoir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi l'avancée des travaux des autres comités. Je trouve que c'est un outil d'information puis de communication simple, concis, mais efficace. On a également un comité de suivi citoyen. Donc, ce comité-là est formé de citoyens uniquement et il se réunit le soir et lui porte un regard sur l'ensemble du plan, est informé de ce qui se passe et, en retour, peut émettre des suggestions, des avis sur les différentes actions et a aussi un rôle de mobilisation
des citoyens en continu, si on veut, au sein du plan, de la démarche. On a un réseau électronique d'informations où on envoie des informations à nos membres quotidiennement. On a un site Internet, on a un rapport annuel aussi qui est très important pour nous parce que c'est un rapport annuel qui n'est pas seulement celui du CLIC, mais on fait, dans le fond, le bilan de toutes les actions concertées de l'année dans le quartier qui touchent le développement local, le développement social local. Moi, j'encourage beaucoup ça, la circulation de l'information, des données. On donne notre information, on donne nos outils. Il faut partager tout ça. Il faut que ça circule toujours, toujours, toujours. Comme équipe au CLIC, on soutient ces enjeux-là avec 2 stratégies transversales où là, notre équipe est mise à contribution. C'est une stratégie de mobilisation citoyenne et une stratégie de communication. Donc, on met en place des actions concrètes à ces 2 égards pour faire progresser les actions au sein des 6 enjeux. On est 5, mais habituellement, c'est plus à 4 qu'on fonctionne. Donc, c'est à 4 qu'on est dans la salle des machines, si je peux dire, puis qu'on s'arrange pour que tous les voyants lumineux fonctionnent, puis s'entrechoquent pas. Là. C'est comme ça que j'illustrerais notre travail. Concrètement, dans les actions, c'est sûr que l'action qu'on a menée à Place de l'Acadie, on en est quand même très fiers, même s'il y a des écueils. Parce qu'il y a 12 ans, 13 ans, on avait là 600 logements vraiment délabrés. Et là, maintenant, on a 250 logements sociaux, un CPE, un parc de proximité, des condos abordables. Il y a des gains sur ce territoire-là qui sont importants. Puis on est aussi fiers de la façon dont ça s'est fait en impliquant les citoyens de près dans l'élaboration d'une vision de ce territoire-là, dans des participations aux consultations publiques de l'Office de consultation publique qui a largement repris le mémoire du CLIC qui avait été signé par les partenaires et tout ça. On est content de ça. Ça fait 12 ans que je suis dans le quartier. Et puis, c'est sûr qu'il y a une évolution. On a vu une belle évolution au niveau de la table de quartier, au niveau des actions concertées, les actions collectives, une belle reconnaissance aussi dans le quartier de l'importance de la table. Par l'arrondissement, par le C3S et par les institutions. L'arrondissement a attendu avant de faire leur plan d'action, la fin de la planification stratégique pour voir les actions, les priorités du quartier. Puis, comme ça, on va pouvoir aussi travailler ça par le plan d'action de l'arrondissement. Et ça, c'est pas rien, là. C'est pas rien. Bien, quand je vois l'évolution du quartier, je ressens de la fierté, c'est sûr. De la fierté des gens qui y travaillent, qui y habitent. Je trouve que c'est une belle communauté, méconnue, mais je trouve ça beau, la façon que les gens travaillent ensemble. Puis des fois, ça m'émeut beaucoup. C'est sûr qu'à l'échelle locale, le travail qu'on fait, les mobilisations qu'on fait, ça ne peut pas régler le sort du monde. Et on ne peut pas agir sur des facteurs macro, sur des politiques publiques avec de l'impact comme on aimerait en avoir. Par contre, quand tu as un réseau, quand tu sors dehors puis que tu peux aller jaser dans le parc avec ton voisin pendant que ton enfant joue, quand tu peux participer à des événements, quand tu as une ruelle verte avec un logement social qui a de l'allure, même si ton revenu n'est pas élevé, là, t'es pas mal moins pauvre. Fait que moi, je pense que l'action locale, c'est ça qu'elle peut donner. Elle peut donner une vie de proximité qui te rend plus riche, dans le fond.